Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un peu des sciences de l'ingénieur et de la physique, à savoir la mécanique, l'électricité. On verra quelques systèmes multiphysiques. On va essayer de dépasser un petit peu la physique du point pour aller vers la dynamique des solides avec les torseurs des actions mécaniques. Euh, voilà, donc ça sera très simple, hein, avec des activités sur la vitesse, l'accélération. En dehors de ces activités, nous allons parler énergie, nous allons parler puissance. On verra la notion de l'écart relatif, hein, dans les sujets. À chaque fois, on va interroger des morceaux de sujets. L'application du principe fondamental de la dynamique avec au niveau en fait des torseurs, des actions mécaniques, à savoir la résultante, donc le principe de la résultante RFD, hein, la résultante fondamentale de la dynamique, et également les moments, et on va voir comment on peut exprimer le moment d'un point ou d'un autre. Pourquoi ne pas ouvrir sur les rapports de réduction. Voilà principalement ce que nous allons aborder aujourd'hui, voilà, ce soir ensemble. Sans plus tarder, nous allons attaquer cette activité sur l'expression de la vitesse. On nous propose, comme vous pouvez voir ici, cette forme de trapèze en fait de vitesse. Donc on peut voir ici la vitesse en kilomètres par heure. On voit ici que c'est en fonction du temps, en secondes. Et là, on a la force exprimée en newton, hein, Fm1, etc., Fm2. Et là, on voit pareil une force là. Donc là, on voit une force. Là, on en voit. Là également, hein, puisque c'est exprimé en newton. Donc dans ces sujets-là, l'objectif, c'est simplement de pouvoir exprimer ici la vitesse et l'accélération. Donc, on vous donne le temps d'aller chercher. Donc, prenez le temps, hein, chercher et proposer une expression de la vitesse et de l'accélération. Donc, vous pouvez utiliser la touche pause pour exprimer ou rédiger en fait vos idées. Donc, ce que nous pouvons vous proposer ici, c'est quoi? C'est simplement diviser en fait en trois phases. La première phase, c'est entre 0 et 20 secondes où on voit là une accélération. La deuxième phase, c'est entre 20 secondes et 106 secondes où on voit que au départ, on démarre en fait à 0 km/h, ensuite on accélère et là, on a une phase, donc la deuxième phase où la vitesse est plutôt constante. Et enfin, on arrive plus ou moins à destination où on sort de l'autoroute, on peut l'exprimer comme ça. Et là, on a une phase de décélération et on va s'arrêter encore, voilà, devant un feu par exemple, ici. Donc après les trois phases, la première phase, on peut dire que c'est une fonction linéaire, hein, c'est évident, c'est une fonction linéaire, ça passe par l'origine. La deuxième phase, c'est une fonction constante. La troisième phase, c'est plutôt une fonction infinie. Donc si la première phase, donc pour le temps appartenant entre 0 et 20 secondes, c'est une fonction linéaire, donc la vitesse v de t, c'est égal à a fois t. On va agir comme on agit habituellement avec les fonctions linéaires, à savoir, on va faire un tableau de valeurs. Voilà, donc en 0, c'est 0, et secondes, en 20 secondes, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'accélération qui nous était, plutôt la vitesse qui nous est donnée ici. Elle nous est donnée à combien? À quelques kilomètres heure, donc à 30 kilomètres heure. Donc nous verrons que 30 kilomètres par heure, ça fait 8,3 mètres par seconde. Donc on va y revenir. Donc on met ici les vitesses en mètres par seconde pour obtenir l'accélération en mètres par seconde carré. Donc là, si j'ai la vitesse, donc l'accélération, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps. C'est ça que nous savons. Donc ici, on a simplement exprimé la vitesse comme une fonction linéaire, a fois t, a étant une constante, c'est le coefficient directeur. Le coefficient directeur, pour trouver le coefficient directeur, nous savons que deux points suffisent. On prend arbitrairement deux points ici, en 0 et en 20 secondes. Ensuite, on exprime donc ça moins ça sur ça moins ça. Et là, on a a, le coefficient directeur. Voilà.
Ce A là, c'est l'accélération. Pourquoi? Parce que ça sera la dérivée de la vitesse en fonction du temps. La dérivée d'une fonction linéaire, ici, c'est simplement la constante, le coefficient directeur. Donc voilà. Ici, on a trouvé l'accélération dans un premier temps. Sur la deuxième phase, euh, on va procéder aussi de la même façon, à savoir ici, c'est constant. Hein. Comme c'est constant, donc entre 20 secondes et 106 secondes, on a constaté que la vitesse ici n'a pas varié. Donc c'est 30 km par heure. Donc on peut l'exprimer. Hein. Donc en déjà, si c'est une constante, l'accélération étant la variation de la vitesse en fonction, en fonction du temps, ou la dérivée de la vitesse en fonction du temps, ou la variation de la vitesse delta V sur delta T, la variation du temps, ça fait également 0, vu le caractère constant ici de la vitesse. Donc maintenant, comment passer des kilomètres par heure au mètre par seconde? Pas de panique à bord. Hein. 30 km ici par heure, donc ou R moins 1, on va d'abord dire que c'est 30 km sur une heure. Les kilomètres, donc kilomètre, c'est 1 km, donc c'est 10 puissance 3 mètres. Pourquoi? Parce que c'est 1000 mètres. 1000 mètres, 1000, c'est 10 puissance 3. Et on va mener les calculs calmement jusqu'à arriver à cette solution. Voilà. Donc maintenant, ayant notre solution ici, on peut ici donc poursuivre sur la troisième phase. Et la troisième phase, c'est une phase où il faut faire un peu plus attention, puisque là, c'est une fonction affine. Donc si c'est une fonction affine, on peut l'écrire sous forme de la vitesse v de t égale à alpha t plus bêta, fonction affine. Et pareil, hein, son allure est une droite, 2 points suffisent pour la tracer. Donc j'ai choisi stratégiquement 106 et 121. Quand le temps vaut 106 secondes, la vitesse vaut 30 km par heure. On a vu que 30 km par heure valait 8,3 mètres par seconde. On l'injecte. Et de même ici, quand le temps donc vaut 121 secondes, qu'est-ce qu'on trouve? Ou 121 secondes, excusez le terme. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? On trouve que la vitesse est nulle. Donc on va calculer le coefficient directeur. Après avoir trouvé le coefficient directeur, on va l'injecter. Et pour trouver bêta, donc l'ordonnée à l'origine, on se met à un temps donné. En l'occurrence, V des 121 égale à 0. Si V des 121 égale à 0, donc alpha qu'on a trouvé, c'était moins 0,55. On peut donc corriger ici notre expression. Donc moins 0,55 fois le temps, donc 121 ou 121 secondes, plus bêta. Et on va résoudre ici donc cette équation. Et on peut déduire facilement notre bêta qui vaut 67. Donc ayant ça, on peut exprimer l'accélération aisément d'ailleurs, hein, simplement en dérivant la vitesse. Hein. La dérivée d'une fonction affine, c'est égal à son coefficient directeur, en l'occurrence, moins 0,55 mètres ici donc par seconde carrée. On va agir puissamment avec beaucoup d'énergie. On espère qu'on aura un rendement optimal ici. Bon, quoi qu'il en soit, on va calculer l'écart relatif ici. Donc, la notion de puissance et d'énergie, c'est vraiment très utile puisqu'on va utiliser des composants qui méritent d'évaluer leur puissance hein, et leur rendement. Pour cela, il faut quand même maîtriser un certain nombre de choses. Donc, la puissance, simplement, ça s'obtient par produit, hein, produit entre la force et la vitesse. Hein. Donc, puissance égale à force fois vitesse. La force en newton, la vitesse en mètres par seconde ici. Donc, pour exprimer les vitesses, on va agir de la sorte. Donc, la puissance P1, ça sera F1m fois la vitesse, ici donc, V de T égale 20 millisecondes. Donc, sur la deuxième phase, P2, la puissance sur la deuxième phase, P2, c'est Fm2 fois V ici encore, voilà, 20 secondes. Et sur la troisième phase, on va prendre la vitesse en 106 secondes, multiplié par la force Fm3.
Donc après, on peut l'exprimer hein, avec les données qui sont données. À la phase 3, on nous avait donné une force de moins 930, donc ce sera exploité ici. F1M, quand on va regarder les données de l'énoncé du bac, on va l'utiliser et on pourra arriver à notre puissance en watts. Par ouverture, notez aussi que la puissance c'est le commandement entre le torseur des actions mécaniques et le torseur des actions cinématiques. Le torseur des actions mécaniques résultantes, moment ou force couple, co-moment avec ici oméga et V, vitesse de rotation, vitesse de translation. Donc FV plus C oméga. Voilà, la puissance en général. Vous aurez soit la conjugaison de ces deux quantités, soit l'une des deux quantités. Donc soyez prudents et sachez utiliser ou exploiter ces données. Vient donc ici le calcul de l'énergie. Donc l'énergie va s'évaluer ici par deux activités. La première activité ici, c'est simplement évaluer l'énergie en aval du variateur. Sachant que le rendement état de la chaîne d'énergie en aval du variateur est égal à 0,89, calculer l'énergie motrice notée EMK1. Les données ici, c'est l'énergie du moteur, hein, c'est 700 plutôt 11 Wh. On donne l'énergie simulée, donc vous avez vu la notion d'écart hein, avec valeur mesurée, valeur simulée. Donc on va réinterroger encore ces notions-là ici. Donc ayant ici ces quantités-là, hein, donc on nous a donné l'énergie simulée E MEK2, 655 Wh, et on nous demande de comparer les deux. Donc la notion de comparaison ici, ça passe souvent par les écarts relatifs. Donc ça, c'est en termes de méthodologie, c'est quand même très important de retenir cela. Donc on vous propose ici simplement que EMK1, c'est un produit entre le rendement ici et l'énergie du moteur. Donc on a EMK1 et EMK2 étant donné, pour calculer l'écart relatif, on va faire EMK2 moins EMK1 sur EMK2. On trouve une quantité, on peut mettre cette quantité en pourcentage. Voilà, en multipliant par 100%, on trouve environ 3,4%. Maintenant, si on veut calculer l'énergie de nos trois phases, il nous faut ici considérer ou répandre un peu la notion de l'énergie. Alors nous savons que l'énergie, c'est la puissance fois la variation du temps. P fois delta T. Ça nous le savons tous. Mais on va dépasser un petit peu ici. Donc l'énergie, ça sera quand on a la courbe de puissance, c'est l'air sous la courbe. Et donc ici, l'air sous la courbe, la notion d'air, va nous permettre d'interroger ici. Donc c'est l'intégrale entre T1 et T2, donc deux instants, un instant final, un instant final et un instant initial, un instant initial et un instant final. La puissance fois dt, donc ça vous allez le voir quand vous verrez les intégrales, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu. Sinon, retenez que cette notation veut simplement dire l'air sous la courbe de puissance en fonction du temps. Donc ici, il faudra distinguer, puisque les airs ne s'expriment pas de la même façon, selon quand j'ai ici, par exemple, un triangle, ici j'ai un rectangle, l'air du rectangle, ici j'ai encore un triangle, l'air du triangle. Donc, ayant cela, je vais avoir plusieurs expressions différentes. Ici, sur le triangle, l'air, c'est simplement base fois hauteur divisé par 2. Au niveau du rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, pareil, ça va se conjuguer ici et les puissances obtenues n'auront pas la même expression, mais c'est quand même aisé ici de pouvoir les exprimer telles que nous les exprimons. Donc ici, ça peut être puissance P1 fois T1 sur 2. Donc notez bien comment ça s'exprime ici, hein. Alors qu'ici c'est longueur fois largeur, donc P2 fois T2. Et là pareil, comme c'est triangulaire, voilà comment les choses s'expriment. On va simplement ici, la puissance P1 c'est Fm1 fois V à T de 20 secondes. Ici, P2
donc la puissance également F M2 fois V de 20 secondes. Et ici, la puissance, c'est F M3 fois V de cette quantité. Donc F, V, on a la puissance. Cette puissance, donc ça c'était une expression. Donc là, la deuxième expression, ici, c'est considéré, excusez-moi, un instant. Ouais, ici, c'est considéré la puissance, ici. Pardon, donc là, c'était la puissance exprimée. Donc puissance, énergie, donc on a exprimé nos puissances. Et après avoir exprimé nos puissances, on peut exprimer donc l'énergie. Donc ici, on ouvre rapidement en donnant ici donc au niveau du condensateur l'énergie, puisqu'on connaît, on sait qu'il y a deux composants qui rentrent en jeu déjà dans les projets, condensateur et bobine. Voilà. Donc si on peut exprimer la puissance FV, on peut calculer l'énergie telle qu'on nous a donné ici, l'air sous la courbe. Donc retenez également qu'on peut exprimer les énergies des composants, principalement condensateur et bobine. Ça va tomber dans des sujets, on va voir dans les secondes qui suivent un exemple. L'énergie d'un condensateur, c'est 1 demi de CU carré. L'énergie d'une bobine, c'est 1 demi de LI carré. Ça se trouve toujours avec cette notion de l'intégrale de P dt. Donc ici, on vous propose ici les démonstrations. En cas de souci, vous m'écrivez ou venez me voir. Mais la puissance, c'est quoi? C'est U fois I. Donc, et en cela, le courant bas du condensateur, c'est C du dt. Donc, ici, les simplifications de dt, il nous reste donc C primitive de U prime U. Et ça fait 1 demi de U carré. Parce que la dérivée de 1 demi de U carré, ça fait U prime U. Donc, ayant ça, bah, de la même façon, on va appliquer le même raisonnement pour la bobine. Alors, vous allez me dire, on va utiliser ça où et quand concrètement? Je vous l'accorde, cette question a bien lieu d'être. Ça a été souvent supposé avec sincérité et je vous répondrai par le même élan. Donc, ça arrive qu'on nous demande de calculer ici l'énergie qui peut être stockée dans un bus, ici. Donc, comment exprimer cela? On nous dit calculer la variation W max moins W min de l'énergie stockée dans un module de 165 farad lorsque la différence de potentiel à ces bornes varie de 50% à 100% de sa tension nominale. Le cahier de charge, ou simplement les données de l'énoncé, nous donne ici que cette tension nominale est de 48 volts. On nous demande d'en déduire l'énergie totale qui correspond aux 48 modules embarqués dans le bus et exprimer donc les résultats en wattheure. Donc prenez le temps de chercher. Utilisez le bouton pause. Sinon, l'expression c'est simplement on a parlé de condensateur, donc la puissance du condensateur. Ici, l'énergie du condensateur, c'est 1 demi de CU carré. Là, la tension s'exprime avec, non pas U, mais V, donc 1 demi de CV carré. Comme on veut la différence W max, W min, c'est 1 demi de CV max au carré moins 1 demi de C V min au carré. On peut mettre 1 demi de C en facteur et obtenir comme suit les quantités que nous avons obtenues. Voilà. Donc, on peut à ce niveau quand même faire un peu le point parce qu'on a parlé de la vitesse. Donc, on a besoin de notions telles que le vecteur pour comprendre un petit peu ce qui se passe ici. Alors, le vecteur, c'est quoi? C'est un package. Hein. C'est un package qui comprend 3 informations. Parfois, on peut parler de 4 informations en sciences physiques, la direction, le sens, la norme ou l'intensité. En physique, on parle aussi du point d'application. On va voir qu'en sciences de l'ingénieur, c'est à peu près pareil puisque ça dépend quand même du point où nous sommes. Et on va voir qu'il y a des lois telles que la loi de Varignon qui permet d'évaluer la même chose sur un point donné. Mais si on l'exprime de cette façon-là, le cas de la réaction ou d'un certain nombre de forces, donc ça c'est la force en question, ça c'est mes axes UX par exemple, UY. Et je dois faire mes projections. Donc le vecteur va s'exprimer grâce à ses coordonnées.
les coordonnées selon X et les coordonnées selon Y. Qu'on note F indicé X, F indicé Y. Et en cela, la norme du vecteur au carré, avec le théorème de Pythagore, ça, la valeur, la longueur de ça au carré, c'est quoi? C'est la longueur de ça au carré plus la longueur de ça au carré. La longueur de ça, donc fx au carré, plus ça, qui est pareil que ça, fy carré. Alors, en termes de projection, fx, c'est f que je projette selon x, ça me fait norme de f fois cos θ. Et de même ici, norme de f fois sinus θ. Donc voilà globalement ce dont vous avez besoin pour mener vos calculs ici et surtout faire vibrer les forces et les vecteurs en même temps. Donc on peut s'amuser à exprimer comme ça si c'est la réaction par exemple ici. Les vecteurs, ça se somme. On peut sommer deux vecteurs. Si le vecteur U est de coordonnées UX, UY et V de coordonnées VX, VY, U plus V, c'est simplement UX plus VX et UY plus VY. Multiplier les vecteurs par un scalaire. Donc, si U est de coordonnées UX, UY, alpha U, bah, c'est alpha UX, alpha UY. Vecteur position, vitesse et accélération. Donc là, selon les types d'études que nous avons, on peut obtenir des courbes de vitesse via des logiciels tels qu'Avimeca, Regressi. Là, c'est la vitesse selon X, la vitesse selon Y, hein, donc avec les coordonnées de chaque point. Donc, on va simplement exprimer OM, la position, le vecteur position, par ses coordonnées X, Y, Z. Si on est dans un plan à 3 dimensions, 3D. Sinon, si on est en 2D, on va cacher cette partie-là et on aura XT, I plus YT, J, par exemple. Donc, on peut lire les coordonnées. On voit les coordonnées ici en fonction du temps, hein, et les lire, voilà, lire les coordonnées. Si on veut exprimer la vitesse, sachant qu'on a les coordonnées de la position, on sait que la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc, on va dériver point par point. Dérivée de x, qu'on note x point. Dérivée de y, qu'on note y point. Dérivée de z, qu'on note z point. En maths, on note x', y', z'. Bien noter ou distinguer les notations en physique et en maths. Voilà, ça peut vous permettre de gagner du temps, mais surtout fixer les idées. Et donc, on a Vx, Vy, Vz, qu'on peut exprimer comme suit. De même, on va appliquer le même raisonnement pour l'accélération. Si l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, donc c'est la dérivée carrée, d carré sur dt carré de la position. Et donc, par les mêmes raisonnements, nous obtenons les quantités, comme vous pouvez les voir là. Hein. Dérivée carré de la vitesse, x point point, dérivée carré de x, dérivée carré de y point point, dérivée carré de z, z point point. Voilà. Ax, c'est dvx dt, c'est x point point, etc., etc. Donc, par identification. Ah Fundamental principle. Donc ici, le principe fondamental de la dynamique, hein, que vous attendez tant, vient donc ici. On va voir dans les cas de la dynamique avec hypothèse de négligeabilité ici. Dynamique, on va dire les effets dynamiques négligeables ou pas. Donc, on se met dans un cas de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on a dans ce sujet? Le mécanisme est assimilé à un mécanisme plan, hein, DXY, plan médian de la table. Le vérin d'inclinaison est considéré horizontal. Voilà, on vous propose un schéma ici, en sciences de l'ingénieur. Les coordonnées géométriques des liaisons dans la position de l'étude sont, on nous a donné quelques coordonnées. Et ici, on donne une partie du bilan des actions mécaniques qui s'applique sur la table. La pesanteur, ici, qui est proposée. Donc, on va appliquer exactement les mêmes méthodes telles que ce qu'on vous a annoncé en sciences physiques ou dernièrement. Donc, on va définir le système. On va faire l'inventaire complet des forces, donc bilan des forces. Si possible, faire les graphes des liaisons pour les actions mécaniques transmissibles. Et après, donc, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Je pense que ça fait surprise pour personne. En l'occurrence, l'inventaire complet des forces, c'est comme suit. On a le poids.
donc poids pesanteur, qui s'applique ici au solide 7. Euh, donc ça, je vous donne un exemple en fait d'étude dans un sujet ici de sciences de l'ingénieur. On a l'action mécanique du vérin sur la table dans la direction ED. On a l'action inconnue de l'axe de la table, liaison pivot AZ. Donc après ici graphe des liaisons, vous aurez clairement ces données-là, entre autres, et vous pourriez exprimer comme ça vos torseurs. Donc ça, c'est les forces. Je pense que vous avez plus l'habitude avec ça. Et ici, c'est les moments qui se définissent d'une façon très simple, comme on va le voir. Donc, effet dynamique négligeable ici. Donc, on a exprimé chacune de nos forces. Si si on admet ici que les effets dynamiques sont négligeables, donc on va remplacer ici donc l'accélération par un torseur nul. Donc nul au niveau des résultantes et nul au niveau des moments. Et ainsi va nous arriver euh, des équations, deux équations vectorielles de ce type-là. Alors je m'arrête ici en un point. Vous avez vu quand on a fait l'inventaire des forces, ici c'était au point G, là c'est au point G, là c'est au point A. Donc ensuite, il faut tout ramener au point A. Donc table en équilibre et les moments ramenés en A. Pour ramener les moments en A, il faut s'interroger sur comment le faire. Donc pour le faire, je vous donne ici la loi de Varignon. M au point A du solide 2 sur le moment au point A du solide 2 sur le solide 7 peut s'exprimer comme ça. Donc le moment au point G du solide 2 sur le point 7 plus produit vectoriel AG vectoriel F 2 vers 7. Donc solide 2 sur le solide 7. Donc ça c'est la force, vous l'avez vu. Ça c'est la distance AG, plutôt les vecteurs AG. Donc si on veut exprimer le produit vectoriel, sachez simplement que les quantités, donc les valeurs, vont se multiplier. Par contre, les vecteurs qui s'ensuivent, x vectoriel y, c'est z, y vectoriel z, c'est x, z vectoriel x, c'est y. Règle des tire-bouchons. X vectoriel y égale à z, donc y vectoriel x est égal à moins z. Donc, on l'applique ici d'une façon décomplexée, le principe fondamental de la dynamique, et ainsi, on a tous les résultats. Alors, on ne va pas vous faire croire qu'il n'y a que le cas où les effets dynamiques sont négligeables. Il y a aussi le cas où les effets dynamiques sont non négligeables. Alors, la question, c'est comment faire? Donc, sur la question comment faire, hein, donc vous pouvez lire le sujet. On a un bus ici, sujet bac, sciences de l'ingénieur, le bus Watt System. On nous représente ici un bus, hein, donc on voit un système quasi rectangulaire. La force de traînée, ici, force de roulement, le poids, ici les actions mécaniques transmissibles, donc du bâti vers le solide 1. Le solide 1, c'est le 1 que vous voyez là. Et on nous a précisé bien le repère, hein, donc on a tout ce qu'il faut ici pour faire notre étude. Donc il y a déjà l'inventaire des forces qui est quasi préparé. Donc FC01 est l'effort de la réaction du sol sur l'essieu arrière. Voilà, c'est cette force que vous voyez là. FD01 est l'effort de la réaction du sol sur l'essieu avant. Donc voilà, donc vous avez ici cette quantité. Donc c'est package carrément puisque c'est des forces. Donc ayant ça, on vous donne la force de roulement donc, et l'effort de la résistance au roulement. Vous l'avez ici. On a admis G ici, donc le centre de gravité. F traînée et l'effort de la traînée, ou plutôt de traînée aérodynamique, action de l'air sur le bus. Voilà, F traînée. Le bus roule dans ce sens. Il y a l'air qui s'oppose donc en son mouvement. On va l'appeler effort de la traînée, ou plutôt de traînée aérodynamique. Fm est la force motrice du bus. Voilà, la force motrice. Voilà, je donne en fait un couple ici, donc j'accélère. Hein, donc la force motrice est symbolisée par cette force-là. PG, donc le poids hein, au point G, voilà, et AG, l'accélération au point G. On nous donne la masse du bus, et maintenant, c'est à nous de jouer. Donc,
Appliquez simplement la même méthode. Ici, c'est pas la table, c'est le bus. Donc, on va faire exactement la même chose. Donc, ici, c'est le bus. Donc, on va marquer bus, hein. Voilà. Et on va exprimer comme ça chaque force et chaque effort. Voilà. Et avec ça, on peut espérer quand même obtenir quelque chose d'assez honorable. Voilà. Donc, on peut démarrer, hein. Donc, on applique le principe fondamental de la dynamique. Masse fois l'accélération. C'est la force Fc de 0 vers 1, du bâti vers le solide 1. Fm plus F roulement plus le poids plus ici Fd. De 0 vers 1. Donc maintenant, on va exprimer tout ça avec des torseurs ici. En gros, selon X, les coordonnées selon X, Y et Z. Voilà, on exprime, voilà, on a tout exprimé d'un point de vue vectoriel ici, avec les coordonnées. Et ensuite, on peut projeter selon X, bon, 0 égale à 0, on n'a rien gagné. Selon Y, voilà, on a 0 qui est égal à FCY moins MG plus FD. Selon Z, MAG, voilà, ou MD dérivé de VG sur DT égale à Fm plus F roulement plus F traîné. Donc voilà, c'est ce qu'on rencontre ici. Au passage, la force résistante ici, c'est la force de roulement plus la force de traînée. Donc ça, on vous le dit. On est presque à la fin. On peut quand même s'en réjouir. On a vu dans pas mal de sujets cette question du rapport de réduction qui revient et ça perturbe parfois certains candidats. Donc, pensez-y, hein, le rapport de réduction n'est pas quelque chose de très compliqué, mais soyez prudents. Regardez ce qu'on vous donne ici. N'allez pas sur les formules données en cours parce que ça peut être inversement proportionnel et autres. Donc, regardez bien. Ici, W1 égale à K, W2. Donc, voilà. Donc, W1 égale à K, W2. Ici. Donc, si on a ce rapport-là, on peut déduire K comme suit. Et dans ce sujet bac, voilà, dire que R, c'est l'inverse de K. Et pouvoir faire nos calculs ici entre les vitesses de rotation ou selon roue menée, roue menante ou Z menée, Z menant. Donc voilà, dans le cas du train simple. Ndekelu, Suka, et Silakate, et Sili. C'est la fin. C'est la fin avec plaisir. And Jinshu. Voilà, c'est la fin. Excellente soirée. À très bientôt.